Bonjour, bienvenue au webinaire de la terrasse. Nous reprenons en 2022 nos webinaires. C'est quelque chose qui était courant chez nous en 2020-2021 avec la crise du Covid. Et aujourd'hui, on a décidé de reprendre et de reprendre avec un sujet d'actualité, puisqu'après les fêtes, on a fait des excès souvent. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Marie-Laure Bossard qui travaille avec Arnold Migan de Hug. The Human Growth, nutritionniste, pour nous parler de détox. Et donc, on s'est déjà mis au point et vous allez voir que vous allez être passionné. Alors, quelques mots sur la terrasse Discovery. D'abord, on passe le slide 2 et on va voir qu'on va vous souhaiter une très belle année. Très belle année, très bonne année 2022. Alors, vous nous voyez là avec le sourire. Puisque c'est notre slogan un peu. Donc, c'est soyons heureux et soyons joyeux en 2022. Je pense qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle. Et nous souhaitons vous montrer ainsi que notre mantra, on le met au quotidien à votre disposition, on va dire, pour que vous travailliez bien dans notre coworking du plateau de Saclay. Le coworking du plateau de Saclay, où on fait avec vous en sorte de travailler autrement. On vous crée un cocon indépendant pour chaque entreprise qui vienne nous voir. Alors, du fait du Covid, on a une jauge quand même à respecter. Vous savez que les règles pour le mois de janvier sont plus restrictives. Et donc, nous pouvons accueillir jusqu'à 20 personnes dans l'espace de coworking principal. Donc, ce qui fait que tout le monde peut venir, il n'y a aucun souci. On loue aussi des salles et on fait des rencontres et des événements et des séminaires. Tout ça avec des casiers, des parkings gratuits, de belles salles, de beaux équipements professionnels à votre disposition. Et comme je vous le disais, dans la joie et la bonne humeur. Et puis, on en profite pour vous présenter l'écosystème de Paris-Saclay et de vous permettre d'avoir les services bancaires à disposition et de l'accompagnement en présentiel. Voilà, on passe au slide 3. Et sur ce slide 3, on vous met directement en relation avec Marie-Laure parce que nous souhaitons tous et toutes réduire l'impact des menus festifs et nous donner des routines. Donc, Marie-Laure en a plein et elle va vous conseiller et vous donner ces routines pour garder la santé. Marie-Laure, je te laisse la main. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à toutes et à tous. Une magnifique année pour vous en 2022. Et effectivement, aujourd'hui, on va voir ensemble comment, après les festivités, n'est-ce pas, on va tout doucement reprendre des rythmes alimentaires qui vont être là, pour apporter à la fois de la vitalité et sur cette période post-fête festive, on va dire, voir aussi un petit peu que l'alimentation plus ciblée va nous permettre d'éliminer peut-être les excès que nous avons fait au cours de ces derniers jours. Donc juste en introduction, un petit slide qui peut encore peut-être vous donner l'eau à la bouche. Alors d'aimer des plats qu'on a peut-être eu sur nos tables durant ces fêtes, ces plats qui sont généralement on va dire un peu plus riches que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes le reste de l'année. Alors plus riches, on va voir, ce sont souvent des aliments plus riches en gras, en sucre, mais aussi l'alcool. Ce sont des repas, on va dire, beaucoup plus chargés que ce qu'on a l'habitude de prendre d'habitude. Donc après les fêtes, en fait, on va chercher un petit peu à éliminer, mais on va éliminer en douceur. En fait, on parle souvent de détox post-festive, post-fête, mais c'est pas le moment, en tout cas en plein hiver, où on a besoin justement de vitalité et d'énergie pour lutter contre le froid. C'est pas forcément la période la plus adéquate pour parler vraiment de détox au sens, on va dire, un petit peu strict du terme. C'est plutôt des méthodes qu'on va plutôt appliquer au moment du printemps ou avant l'été. Donc là, on va parler surtout d'une élimination, mais une élimination relativement douce, efficace néanmoins,
à partir de l'alimentation. Voilà, donc, et on verra aussi certaines plantes, certaines boissons qui sont particulièrement opportunes de consommer après ces fêtes. Mais en introduction, voilà, je voulais dire que on va parler beaucoup d'élimination, de soulager certaines fonctions de notre organisme, mais on ne parlera pas d'une détox vraiment au terme strict, restrictif, comme on pourrait l'entendre par exemple plus particulièrement au moment, comme je vous disais tout à l'heure, du printemps. Donc les fêtes, c'est quoi? Eh bien, je marquais un marathon de repas parce qu'effectivement, entre Noël et Jour de l'An, on mange à la fois beaucoup plus en quantité et c'est aussi rapproché sur plusieurs jours. Donc ça va être une alimentation qui va accumuler davantage de graisse, de sucre. On va sûrement manger aussi beaucoup plus de protéines, entre les fruits de mer, peut-être les foie gras, les saumons fumés et j'en passe. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, ce sont des périodes où on boit un peu plus. Et cet ensemble d'excès, bon après tout est relatif dans la notion d'excès, mais en tout cas va avoir un impact évidemment sur le système digestif. Et on verra tout à l'heure quels sont les grands émonctoires qui sont particulièrement stimulés au moment de ces repas un petit peu copieux. Donc, la détox post-fête, comme je l'ai indiqué sur le slide, elle va avoir pour objectif surtout de purifier. On a accumulé sur une période très courte un certain nombre de toxines, notamment liées à l'excès de gras en particulier. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on va soulager certains émonctoires, comme le foie ou les intestins, à partir d'une alimentation spécifique pour justement comment voir à partir de ces organes comment sont traités les déchets et encore une fois particulièrement après les fêtes de fin d'année. Donc on est particulièrement donc bien le rein, le foie et les intestins puisque ce sont les premiers impactés quand on a mangé un petit peu trop. Mais nous avons aussi les poumons et la peau qui sont des émonctoires absolument non négligeables. Les poumons consistant à rejeter une certaine forme de toxine que nous respirons et la peau tout simplement par la transpiration. Elle est là, c'est un organe à part entière qui nous permet aussi d'évacuer des toxines, donc par le biais de la transpiration, ou pourquoi pas les saunas et hammams par exemple, qui vont aller stimuler justement cette sortie de toxines. Donc ces 5 émonctoires, nous on va plutôt au cours de cette conférence, on va surtout parler de la sphère rénale, hépatique et intestinale, puisqu'elle est en lien direct avec l'alimentation. Et on verra que chacun a sa façon de travailler, on le verra d'une façon très simple, et que ça va permettre un petit peu de comprendre aussi après pourquoi certains éléments vont aller plutôt stimuler le foie et d'autres les reins ou les intestins. Donc, on sait aussi, voilà, que quand notre corps est trop chargé, notamment avec ses excès, alors les excès alimentaires au sens large, mais on va dire en particulier pour cette période de fête qui vient de s'écouler, effectivement, il y a certains organes qui vont fonctionner un petit peu plus au ralenti et donc les toxines qui restent dans notre corps plutôt que d'être éliminées. Donc on va voir comment aussi à partir de l'alimentation ou une composition d'assiette, on peut aider à éliminer l'ensemble de ces toxines. Donc l'alimentation ciblée détox en fait partie. On verra les aliments qui sont d'ailleurs particulièrement faciles à intégrer dans votre quotidien. Pourquoi pas accentuer un petit peu sur ces aliments pour les semaines qui viennent, de façon à bien remettre les émonctoires, au propre. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que déjà, on a en nous, en fait, tout ce qu'il faut pour éliminer les toxines. On peut maintenant aider à l'élimination, mais voilà, notre corps est une véritable petite merveille et il n'a pas évidemment oublié dans sa constitution les fonctions d'élimination. Donc, quelle détox après les fêtes? Alors, je voulais commencer un petit peu cette conférence
par des notions un petit peu à la fois générales mais fondamentales. Donc, une des plus simples attitudes à avoir après cette période, eh ben, c'est tout simplement de manger équilibré et donc avoir une alimentation particulièrement riche, par exemple en légumes, des fruits évidemment. Sur la partie des féculents, peut-être aller davantage sur des céréales complètes. Hein, on verra tout à l'heure en quoi elles sont plus intéressantes que les céréales raffinées, par exemple. Et au niveau des protéines, pourquoi pas aller davantage vers des viandes blanches ou du poisson, qui sont des protéines particulièrement digestes, contrairement par exemple à la viande rouge. Donc on va voir après au cours de la conférence hein, sur la composition d'assiettes, quelles seraient les fréquences idéales hein, de consommation à la fois de ces protéines, des céréales et puis de la grande catégorie des fruits et des légumes. On verra ensuite comment certains aliments ont des fonctions d'élimination, sont en tout cas là pour aller stimuler, comme je disais tout à l'heure, les émonctoires principaux qui concernent en tout cas l'alimentation, qui sont le rein, le foie et les intestins. Donc on verra ensemble la liste de ces aliments-là. Je vous apporterai à chaque fois leur petite valeur nutritionnelle et comment les consommer le mieux possible. L'hydratation, effectivement, là, on est encore sur un point très structurant d'élimination et ça paraît presque comme une évidence. Mais effectivement, bien boire pour éliminer, c'est absolument fondamental. Donc, on parle souvent de 1,5 litre à 2 litres par jour en moyenne, dans des températures évidemment, on va dire modérées et une activité physique également modérée. Il va sans dire que la consommation d'eau est complètement personnelle. Hein, ça dépend aussi de son poids, de sa taille. Ça va évidemment dépendre de la température extérieure. Ça dépendra également de votre activité physique. Hein. Il est évident que quand on fait du sport, il est d'autant plus important de s'hydrater. Par rapport à quelqu'un qui est sédentaire, il aura forcément un petit peu moins besoin, en tout cas, d'eau. Donc l'hydratation fondamentale, vraiment là on est vraiment sur l'élimination rénale et c'est vraiment un point que je voulais souligner sur lequel on reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Et en parlant d'eau, on va aussi parler de boissons froides et de boissons chaudes qui peuvent être aromatisées qui vont à la fois au niveau des plantes par exemple ou même certains fruits qui vont aller justement stimuler l'élimination des organes. Alors là, on peut être à la fois sur la partie rénale et sur la partie hépatique. Donc les boissons chaudes et les boissons froides, elles vont être là aussi pour motiver un petit peu certaines personnes qui ont peut-être un peu de réticence à consommer de l'eau qui peut paraître un petit peu fade. Hein, donc c'est vrai que c'est un bon substitut d'aller plutôt sur des infusions ou des boissons froides et aromatisées pour donner un petit peu plus de peps, en tout cas à cette eau. Donc, d'une manière générale, que ce soit par l'eau ou par les boissons annexes, l'hydratation est vraiment, pour moi, absolument indispensable, à la fois pour l'élimination, pour la vitalité, pour la santé à la fois cérébrale. Hein, on a besoin d'eau pour, je vais prendre des gros raccourcis, hein, mais pour réfléchir, pour se concentrer. Le cerveau a besoin de cet élément. Donc voilà, j'insiste particulièrement sur cette partie donc hydratation. Alors, pour commencer, dans les conseils, alors on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et ce que j'aime bien aborder très souvent, c'est avant de parler de quoi manger, on va s'attarder un tout petit peu sur le comment manger. Parce que le comment manger, c'est être essentiellement à l'écoute de ses sens, et donc c'est pas, j'allais dire, si évident que ça, mais ça peut absolument tout changer au niveau de la métabolisation de vos aliments. Et qui dit métabolisation des aliments dit très souvent une bonne digestion. Donc bien digérer, c'est aussi mettre, toutes les chances de son côté, d'avoir un foie qui fonctionne plutôt bien. Et on a vu hein, que le foie était vraiment
un grand émonctoire. Donc prendre soin de son foie est déjà, j'allais presque dire, une priorité. Donc manger avec ses sens, c'est quoi? Déjà, c'est être à l'écoute de son corps et dans un premier temps, ça serait de prendre le temps de manger dans le calme. Prendre le temps de manger dans le calme, sans ordinateur si possible, sans télé, sans tension, et prendre un temps raisonnable. Et pour moi, un temps raisonnable serait de l'ordre de 20 minutes, dans la mesure où on sait maintenant que la notion de satiété, qu'on va aborder un tout petit peu après, la notion de satiété arrive généralement entre 20 minutes après l'ingestion de la première bouchée. Donc il va sans dire que plus vous allez prendre le temps de manger, plus la satiété va arriver, j'allais dire, au bout de ces 20 minutes, et va permettre comme ça de peut-être de manger un petit peu plus raisonnablement et ne pas surcharger son estomac plus que nécessaire. Et donc j'en arrive au deuxième point, qui est justement d'écouter sa satiété, écouter sa sensation de faim. On a faim, on mange, on n'a plus faim, on s'arrête. Donc là, on est vraiment dans l'écoute de ces sensations, et c'est relativement important. On a souvent tendance à manger, c'est presque, j'allais dire, un rythme biologique. On suit. Bon, après, on a évidemment des contraintes. On peut pas non plus manger à n'importe quelle heure, en tout cas quand on est au travail. Mais le plus possible, écouter sa sensation de faim. Si vous avez un petit creux dans la matinée, pourquoi pas grignoter quelques amandes, par exemple, et savoir, comme je vous disais tout à l'heure également, bien écouter sa satiété. Quand on n'a plus faim, on s'arrête. Le corps sait mieux que quiconque ce dont il a besoin et quand il a assez. Et là, effectivement, on a une petite tendance qui est tout à fait légitime, à vouloir toujours terminer son assiette, surtout quand c'est bon. Mais il serait quand même assez recommandé, en tout cas, de s'arrêter quand on n'a plus faim. Un point qui est important aussi, et ça va aussi avec le prendre le temps de manger, c'est d'observer, de pouvoir, quand on a une assiette devant soi, de pouvoir l'observer, comme je l'écris, de l'humer, de la regarder avant de la manger, parce que là aussi on fait appel à ses sens. On fait appel aux yeux, on fait appel à notre nez, par exemple. Donc, avant même d'ingérer quoi que ce soit, on est dans l'observation. Et on commence, mine de rien, par le visuel, par l'olfactif, on commence déjà à mettre un petit peu en branle dans notre organisme, toutes les hormones de digestion, de satiété. C'est presque, j'allais dire, un petit travail préparatoire qui va stimuler un peu des sens autres que le goût, et qui a aussi toute son importance dans la digestion et dans la métabolisation de nos aliments. Et ça m'amène, quand on arrive comme ça à bien observer son assiette, c'est de la savourer. On prend peut-être le temps de se préparer des repas, ou quand on va au restaurant, ou peu importe, prendre le temps de savourer. On a parlé tout à l'heure de joie et de bonne humeur. Je sais plus, c'était Charles qui parlait de ça pour vous souhaiter les vœux. Moi, je vais vous parler de plaisir. L'alimentation est avant tout un élément de plaisir, et savourer un repas en fait pleinement partie. Donc moi, je vous invite, je vous encourage clairement à justement bien déguster tout ce que vous avez dans vos assiettes. Et cette dégustation, elle m'amène à un autre point qui est pour le coup encore plus structurant que tout ce que je viens de vous dire préalablement, c'est la mastication. Donc, quand on mange dans le calme, quand on prend le temps d'écouter son estomac, qu'on observe son assiette et qu'on déguste les aliments que nous avons, ce qui est absolument indispensable avec tout ça, c'est de mastiquer, parce que mastiquer, c'est le début de la digestion. Donc, on cherche aujourd'hui à connaître des conseils et astuces pour justement aider tous ces organes digestifs qui aident à la digestion, qui favorisent la digestion. Sachez que vous en êtes déjà presque l'acteur principal, dans la mesure où la mastication, c'est déjà le début de la digestion. Et c'est la digestion notamment
des glucides, donc de la grande famille des sucres, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, donc particulièrement intéressant. Tout ce qui est fait dans la bouche, au niveau de la mastication, de l'insalivation, donc la salive, on en produit à peu près 1,5 litre par jour, elle n'est pas là pour rien, elle est là notamment pour nous aider à digérer, c'est vraiment une phase en amont de l'estomac qui est particulièrement intéressante. Donc tout ce qui est fait en amont ne sera pas fait, ou en tout cas d'une façon beaucoup plus réduite au niveau de l'estomac, et c'est vous garantir quelque part une digestion facilitée, plus d'énergie forcément, le petit coup de pompe qu'on peut avoir après le repas parce que soit on a trop mangé, soit les aliments étaient un peu trop lourds, un peu indigestes, mais ça peut aussi venir du fait que vous n'aviez pas assez mastiqué. Donc mastiquer, c'est le début de la digestion, ça permet de soulager un petit peu le travail au niveau de l'estomac, et ça permet aussi une meilleure absorption des nutriments. Quand on regarde tous ces points favorables, ça nous amène tout simplement à gagner en énergie, l'énergie qui n'est pas dépensée au travail de digestion qui est fait au niveau du bol alimentaire ou un petit peu plus bas au niveau intestinal. Cette énergie qui est entre guillemets économisée, c'est d'autant plus celle qu'on va pouvoir déployer après les repas. Donc éviter, en d'autres termes, éviter aussi le petit coup de pompe qui arrive quand même relativement souvent. Donc manger avec ses sens, ça c'est important, c'est vraiment fondamental à mon avis dans la nutrition, sans avoir encore vraiment discuté avec vous en tout cas de repas. Donc c'était vraiment savoir comment manger. Donc, on a vu tout à l'heure aussi qu'un des premiers conseils qui était pour cette phase un petit peu post-fête, c'était de rééquilibrer tout simplement les repas. Rééquilibrer les repas, c'est une notion qui peut être relativement subjective. Qu'est-ce qu'on entend par équilibre? Alors, à mon sens, l'équilibre s'appuie plutôt sur ce que j'appelle, dans les grandes lignes, en tout cas la grande méthode de la chrononutrition, qui est d'apporter tout au long de la journée au travers des repas ce dont l'organisme a besoin à ce moment-là. Donc apporter les bons nutriments au bon moment de la journée quand l'organisme en a besoin, là encore, c'est mettre toutes les chances de son côté à la fois de bien fonctionner au sens large au niveau du métabolisme, soulager les émonctoires, mais c'est surtout gagner en vitalité. Quand on analyse tout ça, le but ultime étant toujours la vitalité, l'énergie pour bien passer la journée. Donc on va commencer tout simplement par le petit déjeuner. Et pour ceux qui en sont adeptes, le corps à ce moment-là a besoin d'avoir plutôt des aliments gras et protéinés et plutôt limités en aliments sucrés. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, le fameux petit déjeuner anglo-saxon, avec des œufs, pourquoi pas des haricots blancs et un bacon, on va dire, assez maigre, serait presque le petit déjeuner idéal s'agissant plutôt de cette chrononutrition qui implique, en tout cas sur cette partie de la journée, à manger du gras et des protéines. En revanche, ça peut être aussi pour les amateurs de petits déjeuners, alors toujours un petit peu anglo-saxon, quand on parle de porridge, quand on parle donc des bouillies à base de flocons d'avoine, dans lequel vous pouvez mettre absolument plein d'autres petits aliments gourmands pour commencer la journée. Là aussi, on est sur des petits déjeuners plutôt protéinés qui ont toutes leurs raisons d'être à ce moment-là de la journée. Alors, limiter en aliments sucrés. Quand j'entends par aliments sucrés, c'est à la fois notre bonne confiture qu'on peut avoir sur nos tables, notre bonne baguette, les viennoiseries. Alors c'est sûr qu'en France, on est particulièrement gâté dans ces aliments de petit déjeuner qui représentent malgré tout pas forcément un petit déjeuner idéal. Alors je dis pas qu'il faut le proscrire du tout. Là, c'est pas du tout mon propos, mais il faut savoir que toutes les viennoiseries, c'est en fait des glucides qui sont particulièrement sucrés à la digestion. Et si on y ajoute en plus dessus un petit peu de confiture ou autre pâte à tartiner, vous allez encore surcharger votre petit déjeuner en sucre. Manger sucré le matin,
va impliquer d'une façon assez immédiate un pic d'insuline et la nature n'aimant pas les pics, va arriver derrière une autre hormone qui va générer du coup une chute de cette insuline. À un moment donné, généralement, elle arrive en milieu de matinée. Et cette chute d'insuline, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu. Ça amène une certaine fringale, c'est-à-dire cette faim un petit peu irrépressible ou particulièrement désagréable qui vous amène à grignoter. Donc, effectivement, ça vous amène à grignoter et particulièrement de reprendre un aliment sucré. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez en faire l'expérience, à manger plutôt le moins sucré possible le matin, favoriser des bons gras, ça peut être un bon beurre, du fromage, pourquoi pas du jambon ou autre, des œufs évidemment, et de délaisser, ou en tout cas de limiter, de préférence, les aliments sucrés. Et vous verrez que vous allez tenir très probablement beaucoup mieux toute la matinée. Alors, quand je dis tenir, c'est éviter cette fameuse fringale, on appelle souvent ça la fringale de 11 heures, c'est avoir une énergie relativement constante jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc là, c'est aussi intéressant quand on est justement en plus dans le cadre du travail, de pouvoir fournir de l'énergie voilà, tout au long de cette matinée. Donc il y a véritablement confort, un confort à gagner en tout cas en privilégiant, je dis bien, ce type de petit déjeuner. Ensuite, pour le déjeuner, si on veut toujours rester sur une notion d'équilibre et une notion de comment apporter les bons nutriments au bon moment de la journée, eh ben, on va arriver au déjeuner. Et le déjeuner, c'est ce que j'appelle souvent le trio gagnant. Donc, c'est avoir en tête que dans mon assiette, eh ben, je dois avoir vraisemblablement une bonne moitié d'assiette de légumes, par exemple, crus, cuits, comme vous voulez. Ça peut être une petite entrée, une petite crudité et des légumes cuits derrière pour votre plat principal. Une belle part de féculents. Les féculents, ce sont les sucres lents. C'est aussi une typologie d'aliments qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie. C'est vraiment là, on est vraiment sur l'apport énergétique. Une part de protéines. Donc, par protéines, j'entends une part de viande, de poisson, d'œufs. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le fait de consommer plutôt de la viande blanche et des poissons, par exemple, dans cette période de post-fête. Parce qu'en fait, la viande rouge que je propose souvent à raison de une fois par semaine, par exemple, la viande rouge qui est particulièrement longue à digérer. C'est une viande qui est grasse. Alors, je parle du bœuf, du porc, de l'agneau, par exemple. Tout ça, ça fait partie des viandes rouges. Et elles sont longues à digérer. Pour vous donner un ordre de grandeur, une viande de bœuf un petit peu grasse, comme le tourne-dos ou l'entrecôte, peuvent rester dans le bol alimentaire environ 5 heures. Contre, par exemple, des féculents qui peuvent y rester 2 heures. On va parler des fruits aussi, qui peuvent rester entre 15 et 20 minutes. Donc, vous voyez que les protéines animales, particulièrement la viande rouge, est longue et à la fois compliquée à digérer. Donc là, je vous encourage à encore plus la mastiquer et pour faciliter un petit peu sa digestion. Voilà, donc là, c'est vraiment le trio gagnant. C'est ces 3 grandes catégories d'aliments. Alors après, pour les amateurs de fromage, pourquoi pas une part de fromage et un dessert. Alors là, sur les desserts, je vous encourage à plutôt consommer un fruit cuit sous toutes ses formes. Ça peut être sous forme de compote, pourquoi pas de tarte de clafoutis ou autre. Dans la mesure où, comme je vous l'indiquais il y a quelques secondes, un fruit cru va être digéré entre 10 et 20 minutes, par exemple, alors que j'évoquais des aliments beaucoup plus longs à digérer justement en amont de cette consommation de fruits. Un fruit cuit qui peut rester 10-15 minutes va pour le coup rester dans ce bol alimentaire beaucoup plus que nécessaire, puisque le reste des aliments vont être beaucoup plus longs à digérer, et un fruit cru sucré qui va rester dans un milieu acide qui est le bol alimentaire, et plus que de raison
ça va commencer à fermenter et ça peut vous amener à avoir des ballonnements, c'est-à-dire voilà le ventre qui gonfle, on n'est pas bien hein, après le déjeuner. D'une façon générale, ça perturbe la digestion. Donc pour moi, le fruit cru, pardon, est plutôt à consommer à distance des repas. On le verra après aussi, pour justement qu'il ait sa propre digestion rapide et qui vous apporte surtout le maximum à la fois de confort, mais également de nutriments. Voilà, il sera vraiment, c'est une façon d'absorber en tout cas le mieux possible les bons nutriments d'un fruit cru. Indépendamment d'un dessert, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, 1 ou 2 carrés de chocolat noir, 70% minimum, hein, pour avoir une jolie proportion de cacao et peut-être un petit peu moins de sucre. Et finir, pourquoi pas aussi, votre repas avec une boisson chaude qui est relativement conseillée d'ailleurs pour la digestion. Voilà, donc là vraiment on est sur les 2 premiers repas de la journée et mi-journée qui permettent justement de bien métaboliser, de bien apporter en tout cas tous les bons nutriments et surtout, j'insiste, au bon moment de la journée. Ça c'est vraiment important. On va arriver au troisième repas, parce que je le considère comme un repas à part entière. C'est si jamais vous en avez envie, ou en tout cas moi je le propose vraiment très très facilement. Je n'impose rien, mais je le propose. C'est de prendre une collation entre 4h et 18h, hein, peu importe. Vraiment, on n'est pas à la minute près. Et à cette collation, l'idéal, c'est de manger du sucré. Donc là, l'organisme produit naturellement de l'insuline. Cette insuline va elle-même engendrer derrière la production de mélatonine, donc cette hormone qui va, favoriser l'endormissement. Donc, quitte à ce que notre organisme produise de l'insuline, autant lui apporter à ce moment-là du sucre pour l'aider. On est toujours encore dans cet esprit, dans cette volonté hein, d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Donc l'aider à produire cette insuline en lui apportant du sucre. Et c'est l'occasion idéale de manger un fruit frais, des fruits secs si vous aimez, pourquoi pas une part de gâteau, des cookies, un bon chocolat noir, c'est particulièrement favorable. Et moi, je vois un deuxième bénéfice à cette collation, c'est que ça nous permet déjà de reprendre un petit peu d'énergie en cours de journée hein, pour finir votre après-midi et d'arriver à l'heure du repas ou en tout cas à l'heure de la préparation du repas en étant plus serein et en ayant moins faim, parce que le petit travers qu'on peut avoir tout à chacun, c'est qu'on rentre à la maison et en préparant le repas, on commence à grignoter un petit peu, pour être un peu familière, tout ce qui nous passe sous la main, et c'est pas forcément favorable justement pour la santé, la vitalité et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire favoriser le fonctionnement de nos organes et notamment la partie détox de ces organes. Donc vraiment, j'encourage, je vous invite, là aussi, hein, ça s'expérimente, hein, essayez, prenez une petite collation et vous verrez que probablement le soir, vous arrivez au dîner beaucoup plus serein, moins affamé, parce qu'en fait, le dîner doit être normalement un dîner plutôt, un repas plutôt léger. Donc léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va privilégier essentiellement des légumes cuits ou crus, ou les deux, pourquoi pas. Une part de féculents, hein, toujours. On a besoin quand même de ce glucide, hein, de ces sucres pour l'énergie, hein, pour passer une belle nuit. Et une petite part de protéines. Et là, effectivement, les protéines, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est une catégorie d'aliments qui est particulièrement longue à digérer. On va la limiter, cette partie de protéines le soir, de façon à ce qu'on puisse aller se coucher en ayant le plus possible terminé, ou en tout cas, oui, sur la fin de la digestion. Se coucher en ayant digéré, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté d'avoir un bon endormissement et surtout aussi un bon sommeil. Donc moi je vous encourage à consommer une petite part, donc ça peut être des œufs, du jambon,
de la viande blanche, hein, pourquoi pas, un peu de volaille, un peu de poisson blanc, et par contre, limiter le plus possible pour le coup, la belle pièce de bœuf ou peut-être des poissons un petit peu gras comme le saumon, une tranche, un pavé de saumon par exemple, c'est peut-être un petit peu trop pour un dîner. Je le favoriserai, je le mettrai plutôt au dîner. Pour en dessert, ben, toujours un petit peu le même raisonnement, hein, aller plutôt vers un fruit cuit. Donc ça peut être des compotes, par exemple, hein, quand on est encore une fois, il faut qu'on aime. Hein. Et un yaourt, alors à la fois les deux ou l'un ou l'autre. Hein, ça c'est vraiment encore une fois selon votre appétit. Voilà, les yaourts, ça peut être des yaourts au lait de brebis et de chèvres, par exemple, qui sont à privilégier par rapport à des yaourts de vache, qui sont là aussi peut-être un petit peu plus difficiles à digérer. Et pourquoi pas, pour finir, une infusion digestive. Donc, on parlera tout à l'heure des boissons chaudes, en favorisant certaines plantes qui vont aider à la digestion. Donc là, vraiment, on a vu sur ces deux slides l'équilibre d'un repas avec une vision un petit peu de chronobiologie ou chrononutrition, hein, les deux termes s'emploient, et c'est vraiment pour le coup une méthode, hein, un plan alimentaire qui peut vraiment vous aider à gagner en vitalité, tout ça en favorisant justement les fonctions notamment, hein, et pas que, mais de détox juste après les fêtes. Voilà, donc c'est vraiment pour moi les fondements d'un équilibre alimentaire. Alors après, on peut évidemment adapter, hein, chacun a ses propres goûts, l'objectif étant de toujours trouver du plaisir dans ce qu'on mange. Donc voilà, là je vous ai vraiment dressé un tableau le plus global possible qu'on peut tout à fait adapter à tout à chacun. Un troisième conseil, avant de rentrer dans la liste des aliments à privilégier pour cette petite détox post-fête, eh ben, c'est tout simplement de limiter les aliments transformés. Donc un aliment transformé, c'est quoi? C'est essentiellement un aliment que vous avez, qui est passé par les chaînes de l'industrie, donc ce qu'on appelle aussi des aliments ultra transformés ou très transformés. Donc j'entends par là l'ensemble des plats préparés, hein, qu'on peut trouver. Quand on parle de pain emballé, c'est les pains de mie, viennoiseries en tout genre, les céréales de petit déjeuner aussi. Attention, ce sont des produits particulièrement transformés, tout ce qui est voilà, des soupes instantanées et autres. Donc quand j'entends par là ultra transformés, c'est qu'ils contiennent au moins 4 à 5 ingrédients et ils sont surtout très porteurs d'additifs chimiques. Donc il va sans dire que l'ensemble de ces aliments-là vont être beaucoup plus difficiles à digérer par notre organisme, hein, au sens large, mais si on cible un petit peu plus, par exemple, le foie, donc plus vous allez alléger votre alimentation en ces aliments transformés, toujours dans l'esprit de la période un petit peu après fête et dans une volonté de détox, c'est de plutôt limiter ce type d'aliments et privilégier des aliments que je qualifierais de bruts. Après, rien ne vous empêche de faire votre propre préparation à la maison. Hein. Je ne dis pas que on va manger tout nature, sans saveur, pas du tout. Il s'agit simplement de choisir des aliments bruts. Un aliment brut se qualifiant n'ayant pas d'étiquette sur sa présentation. Donc on va partir évidemment sur des viandes, des poissons, des légumes, la grande famille des féculents, hein, tout ce qu'on a vu préalablement dans la composition d'assiette, et rien ne vous empêche effectivement de composer après chez vous des bons petits plats qui va associer à la fois l'ensemble de ces aliments. Voilà, donc moi c'était juste un petit point d'attention, toujours dans cette optique de détox, hein, et de regain de vitalité après les fêtes, c'est peut-être d'appuyer voilà, un tout petit peu sur la pédale de frein sur ces aliments transformés et privilégier plutôt des aliments bruts. Et on va voir maintenant ensemble quels sont
les aliments à privilégier dans vos assiettes pour redonner un petit coup de boost, mais surtout soulager ou stimuler certains de vos émonctoires en cette période. Donc, vraiment, sur la première marche du podium, moi, je parlerai d'abord du citron, qui à la fois est riche en vitamine C, donc ça, on le sait, mais qui est vraiment un allié pour la sphère hépatique. Et un des petits conseils que je peux vous donner, qui est tout simple, c'est que le matin, avant même de prendre votre petit déjeuner, c'est de prendre un jus de citron ou un demi-jus de citron, si un jus est un petit peu trop pour vous. Le demi-citron est déjà très suffisant, avec un petit peu d'eau tiède, donc le matin ou le soir avant de se coucher. Là, vous allez déjà donner un sérieux coup de pouce sur la partie hépatique et je vous encourage encore une fois à le faire sur une petite période, hein, ça peut être 15 jours, 3 semaines, de façon un petit peu à soulager, à nettoyer, à détoxifier la sphère hépatique. Hein, ça va stimuler aussi la sécrétion de bile et autres. Donc on est vraiment un petit peu au-delà du foie et ça peut avoir vraiment de très belles conséquences, hein, très favorables pour votre santé. Un deuxième fruit qui est apparemment aussi très riche en bromélanine. Donc là, on va plutôt s'attacher aux toxines qui se trouvent dans le côlon. Donc là, je vous encourage aussi à prendre de temps en temps. L'ananas, c'est un fruit qu'on peut encore trouver facilement sur nos étals un petit peu toute l'année, mais on peut en trouver aussi en ce moment. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, idéalement le consommer à distance des repas, cet ananas, pour faciliter sa digestion. Et là, vous êtes vraiment sur la partie plutôt intestinale. Vous avez la pomme. Alors la pomme qui a de nombreuses propriétés et qui va aussi avoir une fonction, un rôle d'évacuation de toxines. Elle va aider à l'élimination des déchets. Et là, on est plutôt sur la sphère rénale parce qu'elle va le faire à partir de l'urine. Donc, c'est vraiment un fruit facile. Hein. On peut même le transporter, le mettre dans son sac et croquer une pomme en collation quand on est au travail. Je vous encourage grandement à consommer des pommes. Si éventuellement vous aimez les croquer, bien nettoyer évidemment la peau et idéalement si vous pouvez trouver des pommes d'agriculture raisonnée ou bio, hein, pourquoi pas, peut-être plus intéressantes sur le plan de la santé. Mais vraiment la pomme, c'est je pense un fruit qui est aussi très longtemps sur nos étals. Hein. Là, il y a des variétés de pommes qui nous permettent d'en trouver à peu près, pas toute l'année, mais presque. Donc là, franchement, je vous encourage. C'est riche aussi en fibres. Et les fibres, c'est aussi la sphère intestinale, hein, c'est le transit. Et on est encore dans toujours cette optique de détox et de bien-être, hein, post-fête, mais pourquoi pas tout le long de l'année. D'autres aliments, d'autres fruits et légumes que vous pouvez trouver, que vous pouvez mettre plutôt dans vos assiettes et trouver facilement sur nos étals, le pamplemousse. Donc lui, qui va avoir un petit peu les mêmes fonctions en fait que le citron. Ça va brûler un petit peu les graisses au niveau du foie et donc je vous encourage, hein, pourquoi pas le matin par exemple un demi-pamplemousse ou un pamplemousse entier si cela vous plaît. Riche en fibres aussi, le pamplemousse entre autres, hein, donc les fibres toujours intéressantes aussi pour la partie intestinale. L'artichaut. L'artichaut, on lui connaît aussi beaucoup de propriétés et notamment celle de soulager le foie, mais il est aussi diurétique. Donc là, vraiment, il agit à la fois sur la sphère hépatique et rénale. Donc si vous êtes amateur d'artichaut, n'hésitez pas à la vapeur, hein, avec une petite vinaigrette par exemple, c'est tout à fait opportun. Le brocoli et je dirais même les choux en général, donc sont très riches en vitamine C, donc ça c'est aussi particulièrement intéressant cette période de l'année, mais surtout en soufre. Et le soufre va agir sur le foie et là encore va faciliter l'élimination des toxines. Donc si vous aimez hein, tout simplement cette catégorie d'aliments, si vous les supportez bien, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir pour certaines personnes des désagréments hein, par rapport à ces aliments. Si vous les supportez bien, n'hésitez pas à en consommer, en tout cas dans cette période post-fête, si vous avez envie de faire du bien à votre foie.
Le poireau. Alors le poireau, c'est effectivement un diurétique par excellence, hein, et à la fois donc détox. Le poireau, vous pouvez, alors là pour le coup, c'est vraiment le légume de saison. En potage, en fondue ou encore en vinaigrette. Là, vous avez différentes formes pour le consommer. Vous pouvez tout à fait le mettre presque, j'allais dire, plusieurs fois par semaine dans vos assiettes. Et là, c'est vraiment aussi un excellent légume pour comment dire, soulager un petit peu les émonctoires et regagner en vitalité. Le persil aussi, le persil qui va venir renforcer le bon fonctionnement des reins, donc n'hésitez pas hein, à ciseler quelques feuilles de persil, que ce soit sur votre potage, vos légumes, les viandes, les poissons. Essayez le plus possible de l'intégrer au quotidien. Vous avez également la betterave qui va être là aussi pour la partie hépatique, donc qu'elle soit crue ou cuite. Alors ma préférence va vers la betterave crue puisqu'elle est encore plus riche en nutriments et elle n'est pas, comment dire, un petit peu détériorée, j'allais dire, par la cuisson. Hein. Les températures, malheureusement, ont tendance à tuer certains nutriments. Donc si vous l'aimez cru, râpé, pourquoi pas, c'est vraiment un idéal. Mais consommer cuite est tout à fait aussi possible et elle apportera à la fois des fibres, peut-être un petit peu moins de nutriments, mais suffisamment en tout cas pour faire du bien et surtout à faire du bien à notre foie. Voilà. D'autres types d'aliments que vous pouvez intégrer facilement, hein, aliments ou même presque condiments. Donc l'ail, là encore, c'est comme pour les choux et brocolis, c'est un aliment qui est très riche en soufre, donc il va stimuler les globules blancs, ce qui peut être intéressant pour notre immunité, mais il va surtout faciliter aussi l'évacuation des toxines. Donc là également, de l'ail, vous pouvez en mettre un petit peu partout, j'allais dire. Encore une fois, c'est une question de goût, mais vous pouvez en mettre facilement. On en trouve quand même, là pour le coup, sous toutes ses formes, même congelé, hein, pourquoi pas. La poudre d'ail, hein, l'ail déshydraté est tout à fait ok, et les nutriments sont encore bien présents. Donc n'hésitez pas, si on n'a pas forcément une gousse d'ail sous la main, le prendre soit congelé, soit sous forme de poudre est tout à fait recommandé. Les valeurs nutritionnelles sont encore très intéressantes. Le curcuma, alors le curcuma c'est vraiment aussi un bel ami du foie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bon, il a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, mais il a aussi la propriété de soulager le foie. Donc, si vous êtes amateur hein, de curry ou tout simplement de faire des petites sauces à base de curcuma, hein, ça va tout à fait bien avec, pourquoi pas, à la fois les légumes et certaines protéines. Hein, le poulet en l'occurrence, ou même un poisson. Donc moi, je vous encourage grandement à en consommer, à l'intégrer. Alors c'est pas forcément une épice qui culturellement est très présente dans nos plats nationaux, mais voilà, allez plutôt chercher vers les currys ou les différents plats de outre-mer, hein, à la Réunion par exemple, le curry et autres, et essentiellement composé de curcuma. Une autre graine ou un autre type d'aliment qui n'est pas très présent hein, dans notre culture, mais qu'on peut aussi là intégrer si on aime, ben ce sont les graines de sésame. Alors la graine de sésame, on la retrouve aussi dans la purée de sésame, donc on appelle aussi le tahin, et qui compose entre autres la recette du houmous. Donc dans le houmous, vous avez aussi indépendamment du pois chiche, par exemple, vous avez un bel apport de graines de sésame à travers le tahin. Et là, elles vont permettre justement à la fois au foie et aux reins de fonctionner le mieux possible. Et ça va justement aussi stimuler et accélérer l'élimination des toxines. Donc, si vous êtes amateur de graines de sésame, eh ben, n'hésitez plus, allez-y, vous pouvez vraiment en mettre un petit peu partout. Et attention à bien les mastiquer parce que pour le coup, ce sont des petites graines qui sont un petit peu dures, donc bien penser à les mastiquer.
On l'a vu en introduction, l'eau, l'hydratation est particulièrement importante dans ces phases d'élimination de déchets. Donc, je voulais faire un petit point aussi sur les boissons chaudes et les boissons froides. Donc, ces eaux qu'on peut appeler détox, hein, entre guillemets, qui vont être là pour drainer les trois émontoires principaux qu'on a vus en introduction, hein, le foie, le rein et les intestins. Donc, ce sont des eaux que vous pouvez faire tout à fait facilement à la maison, hein, de l'eau, et dans lequel vous ajoutez, pourquoi pas, des rondelles de citron, des rondelles, si vous aimez bien, vous passez vous coupez en rondelles d'une racine un petit peu de gingembre, pourquoi pas de la cannelle. La cannelle est aussi une épice particulièrement intéressante pour la sphère intestinale. Donc, rien ne vous empêche, si ça vous fait envie, de vous préparer des eaux comme ça aromatisées qui peuvent se conserver plusieurs jours au frais et consommer après tout le long de la journée. Alors ça peut être vraiment, vous pouvez même rajouter pourquoi pas des petites herbes fraîches, hein. On sait que la menthe et le basilic, alors le basilic on va peut-être un peu plus le trouver l'été, mais la menthe favorise aussi la digestion et est vraiment une plante particulièrement très intéressante. Sur la version chaude, donc là on passe plutôt sur les infusions, celles qui vont aller, qui vont avoir en tout cas une action un peu plus dépurative au niveau du foie. Je vous encourage tout simplement à consommer des infusions à base de romarin, le thym, le fenouil quand on aime, hein, c'est comme la badiane, et il y a ce petit goût anisé qui ne plaît pas à tout le monde. Le gingembre, menthe, tout ça, ce sont autant de plantes, d'épices que vous pouvez tout à fait intégrer dans vos tasses, que ce soit des mélanges tout faits, hein, qu'on trouve facilement dans le commerce, ou tout simplement une association. Vous pressez par exemple un citron avec un peu de gingembre, des feuilles de menthe, pourquoi pas quelques branches de romarin, et vous faites votre petite infusion maison. Là, voilà, moi je vous encourage en cette période-là, en tout cas, à consommer ce type de boisson qui, indépendamment de votre assiette, hein, pour le coup, hein, de la composition qu'on a vue tout à l'heure, et des aliments qu'on a vus également qui favorisent l'élimination des toxines, là vous redonnez aussi un petit coup de pouce à cette détox, et en même temps amener une belle hydratation qui est vraiment indispensable. Pour finir, moi je voulais vous signaler quand même, hein, quelle serait la liste un petit peu des symptômes, des signes que vous pourriez ressentir si toutefois vous êtes porteur entre guillemets de surcharge. Alors quand on parle de surcharge, c'est un foie qui est un petit peu fatigué, hein, par les fêtes par exemple. Donc être à l'écoute aussi de signes, hein, qui peuvent être à la fois émotionnels et physiques. Alors, dans le physique, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut ressentir facilement, hein, si plusieurs matins de suite vous vous levez avec un peu de nausée, la langue pâteuse, hein, on se sent pas très bien, on n'a pas très faim la plupart du temps. Bon, ça peut être un signe physique peut-être de surcharge hépatique, donc penser au petit jus de citron par exemple, ou à mettre un peu plus d'aliments qui vont stimuler ou soulager le travail du foie. Fatigue chronique, le fameux petit coup de pompe qu'on peut avoir après le repas, hein, là aussi, hein, ça peut être un signe que votre digestion peine, fatigue, donc allez l'aider, hein, pourquoi pas avec une infusion, hein, comme on a vu à l'instant. Ça peut se manifester aussi, ces surcharges, par des douleurs articulaires, musculaires, ça peut être des humeurs changeantes. Voilà, on n'est pas forcément constant dans l'humeur, donc ça peut être aussi un petit signe d'alerte. Des ballonnements après les repas. Les migraines, hein, les migraines digestives, c'est vraiment un très beau signal à vraiment prendre en considération pour le coup. C'est que le foie est peut-être un petit peu fatigué, donc c'est pas négligé en tout cas comme signal. Et les pulsions alimentaires, donc là c'est vraiment quand on parle de pulsions alimentaires, c'est l'envie de manger d'une façon assez irrépressible certains types d'aliments. Là aussi on peut s'interroger sur
une éventuelle surcharge métabolique qu'on peut tout à fait, si elle n'est pas trop importante, encore une fois, là je reste dans des grandes généralités, vous pouvez tout à fait déjà régler l'ensemble de ces petits soucis avec tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment, c'était la petite liste que je voulais vous donner avant de clôturer cette conférence, être à l'écoute de votre corps, et c'est encore une fois le meilleur messager pour vous indiquer ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Pour finir, à retenir, et je suis pile dans les temps, parce que je vois que c'est 14 heures, donc pour rappel, notre corps est un expert en détox, et on a vu quels sont les organes majeurs qui rentrent en ligne de compte pour l'élimination de ces déchets. Qu'un des conseils principaux que vous pouvez intégrer à la fois en cette période post-fête, mais pourquoi pas, vous pouvez tout à fait le garder tout au long de l'année, c'est de bien équilibrer, en tout cas le plus possible, votre alimentation, en choisissant des aliments ciblés qui vont soulager le travail du corps, donc avec la liste que nous avons vue ensemble, que l'eau et les boissons détox, j'ai bien insisté sur le fait que c'était des éléments indispensables. Et le dernier petit point qui est d'être particulièrement attentive aux signes d'alerte qui peuvent justement vous indiquer qu'il est peut-être temps soit de lever le pied sur certains types d'aliments, comme on a vu en introduction, et d'utiliser peut-être les conseils que je vous ai proposés au cours de cette conférence. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis encore Moi, à alors je ne votre sais pas si écoute. les présents ont des questions, en effet, Marie-Laure. Moi, j'en ai une déjà. Donc, je vais commencer par une première question. Super, hein, très belle présentation. Ça nous permet de nous positionner déjà et puis aussi de changer certaines habitudes parce que on se disait que le petit déjeuner, c'était surtout sucré. Et en fait, il nous dit l'inverse. Donc, ça donne des éléments pour pouvoir se corriger. Mais moi, j'ai une question qui est un peu, est-ce que tu as des références, notamment dans ce qu'on doit manger ou en termes de quantité ou de poids, etc., par rapport à notre propre poids ou aux activités que l'on fait. On est de plus en plus sédentaire et souvent, avec, on va dire, l'âge qui avance, on se retrouve à avoir un poids qui continue à avancer malgré un peu de sport, etc. Et on a du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à éliminer autant qu'avant, quand on était plus jeune. Qu'est-ce qui explique ça? Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les quantités qu'on devrait ingurgiter au maximum par rapport à certaines références que tu peux avoir? Alors, je réponds sur les deux points. Donc, effectivement, plus on avance en âge, il va sans dire que nos organes fatiguent. C'est pour ça qu'en prendre soin assez rapidement, de prendre soin, j'entends, de son alimentation. Je pense que déjà, globalement, à partir de 40 ans, on est dans le bien vieillir. Donc, c'est déjà intégré. Pourquoi pas, ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Tu as parlé du petit déjeuner, Charles, mais effectivement, on part avec des idées préconçues et non seulement des idées préconçues, mais culturellement, notre pain beurre confiture, c'est ancré depuis, j'allais dire, des générations, alors que c'est pas forcément ce que le corps a besoin à ce moment-là. Donc effectivement, plus on vieillit, plus on doit prendre soin, j'allais dire, de son alimentation. Le métabolisme peut se ralentir, c'est l'ensemble du corps qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien. Quand on a 18 ans, un steak frites salade, mousse au chocolat va passer direct. Ça sera peut-être un petit peu moins le cas avec l'âge qui avance. Donc bien prendre soin de ça, un métabolisme qui a tendance, voilà, petit à petit. Évidemment, après, au niveau des quantités. Au niveau des quantités, déjà, ça dépend, déjà enfant, adulte, et dans les adultes, puisque c'est le sujet qui nous intéresse là, un homme, une femme, le poids, la taille, l'activité physique, la sédentarité, tout ça, ce sont autant d'éléments qu'on prend en ligne de compte en nutrition pour aider à répartir les quantités. D'une manière générale, quand je parlais tout à l'heure de l'assiette du déjeuner qui doit être composée allez, pour une grande moitié de légumes, je dirais que ça peut aller jusqu'à 250 grammes, puis 300 grammes, par exemple, en standard. C'est déjà beaucoup. Si on fait l'exercice de cuire des légumes, vous prenez votre balance et vous allez voir que ça représente une belle part de l'assiette, mais c'est vraiment ce dont on a besoin. Pour les protéines,
Selon les hommes, femmes, poids, taille, encore une fois, hein, ça peut aller entre 110 et 150, 180, 150 grammes, on va dire. Je suis encore dans des grandes généralités, mais je veux dire par là, à contrario, un steak de 200 grammes, par exemple, pour moi, est trop, d'une façon générale. Alors, ça peut être le cas pour un jeune adolescent en pleine croissance qui fait du sport. Voilà, je suis vraiment là sur une classe d'adultes. On va dire, voilà, au-delà de 25 ans, on peut manger avec des rations, comme je viens d'indiquer, donc 250 grammes, 300 grammes de légumes. Autant dire que les légumes, c'est open bar, hein, on peut en manger autant qu'on veut. Les protéines, moi je dirais entre 110, voilà, pour je dirais, une femme de taille et de poids raisonnable, moyen, et ça peut aller jusqu'à 150, 170 grammes max pour un homme. Pour ce qui est des féculents, alors là, ça dépend vraiment de l'activité, parce que pour le coup, le féculent, c'est ce qui va donner le plus d'énergie, hein, les sucres. C'est vraiment avec les graisses, les fourvoyeurs d'énergie. Donc là, vraiment, ça dépend, mais je dirais oui, une part relativement raisonnable. Donc quand on parle de féculents, hein, c'est le pain. Voilà, on va éviter de manger un plat de pâtes avec un morceau de baguette ou voilà. En termes de poids cuit, je ne saurais pas vous dire, peut-être 200 grammes, entre 150, 200 grammes de riz, par exemple, de pâtes. Mais encore une fois, ça dépend un petit peu de l'ensemble comment dire, de votre activité dans la journée. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Il y a des personnes qui ont des métabolismes qui vont griller beaucoup d'énergie, donc on appelle ça des métabolismes rapides. D'autres qui ont des métabolismes lents, c'est-à-dire que deux personnes peuvent tout à fait réagir différemment avec une même assiette, hein, en termes de prise de poids, puisqu'on est sur la question du poids. Voilà. Après, effectivement, limiter le plus possible le sucre, hein, dans les desserts, si vous pouvez aller sur des choses les moins sucrées possibles. Et, et puis favoriser, comme je vous disais, vraiment un fruit, quelque chose de cuit, et favoriser le cru en termes de fruits, en tout cas à la pause de 4 heures, goûter. Très bien, très bien. Je sais pas, il y a peut-être des questions. Vous pouvez rouvrir vos micros les uns et les autres qui participent. Je sais pas si Hélène, Théo, vous avez des questions? Théo, Hélène? Non? Bon. Moi, j'en ai une autre, hein. Ah bah vas-y. Est-ce qu'il y a une différence entre les légumes cuits et les légumes crus en termes de nutrition? Parce qu'en fait, certains disent qu'il faut plutôt des légumes crus que des légumes cuits. Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas, en fait? Voilà. Alors, oui, il y a une différence parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait de monter en température un aliment, il peut perdre en nutriments. Donc, l'idéal, c'est de manger un peu de cru et enfin de manger du cru du cuit. Alors, il y a quand même des petites exceptions. C'est par exemple la tomate. La tomate est beaucoup plus intéressante cuite que crue. Donc une bonne sauce tomate, des tomates farcies, peu importe. À partir du moment où elle est cuite, la tomate a beaucoup plus de lycopène, hein, c'est un antioxydant puissant qu'on a beaucoup moins en cru. Mais d'une façon générale, un légume ou un fruit cuit perd un petit peu en nutriments, mais néanmoins, il reste parfaitement, clairement intéressant. Après, il y a la cuisson. Si tu cuis des légumes à la vapeur douce, hein, par exemple, là on est vraiment sur des températures qui n'excèdent pas 100 degrés, on a toutes les chances de maintenir un maximum de nutriments. Maintenant, un aliment qui est saisi, qui est bouilli, malheureusement, on va perdre quand même pas mal en nutriments. Mais ça reste quand même très intéressant. J'insiste, hein, parce que les légumes, c'est vraiment une part fondamentale de l'équilibre alimentaire. Et surtout, ça n'enlève pas les fibres. Et une des propriétés des légumes et des fruits, notamment, ce sont les fibres. Et les fibres, c'est absolument indispensable pour, enfin, on va dire, la santé, la vitalité au sens large, pour la digestion. C'est sûrement
ce qui nous manque le plus dans notre alimentation aujourd'hui. On devrait en manger une trentaine de grammes par jour, donc c'est énorme. C'est pour ça que quand je parle de 250 grammes de légumes, 300 grammes de légumes dans votre assiette, on ne récupère peut-être que une petite dizaine de grammes de fibres en tant que telles. Donc les légumes cuits perdent en nutriments, mais par contre ils maintiennent encore de belles propriétés indépendamment des vitamines, hein, parce que c'est plutôt les vitamines qui sont tuées. Il y a quand même, enfin tuées ou un petit peu dénaturées, il y a quand même l'apport en fibres qui est indispensable. Donc idéalement, c'est de mélanger un peu cru, un peu cuit. Comme ça, on a un petit peu un équilibre qui est pas mal. Il y a Hélène qui nous demande, est-ce que le réglisse favorise la digestion? Oui, il y a certaines infusions qui sont à base de réglisse. La réglisse est aussi un bon ami, une bonne amie de l'intestin, pardon, de l'estomac, pour les personnes qui souffrent un petit peu éventuellement j'ai perdu de brûlure un petit peu d'estomac. Pourquoi pas? Maintenant, elle a un effet un petit peu, comment dire, délétère, un tout petit peu, c'est sur la sphère cardiovasculaire. Elle a tendance un petit peu à augmenter la tension artérielle. Donc, pour les personnes qui ont des pathologies cardiaques, par exemple, on va éviter la réglisse. Mais si vous êtes pas dans cette catégorie de personnes, que vous aimez le goût, parce que c'est un goût très particulier, en infusion digestive, oui, en fin de repas, c'est parfait, hein. Je l'ai pas mentionné parmi mais la réglisse c'est tout à fait recommandé. Il y a un autre légume dont tu ne parles pas, sont tout ce qui concerne les courges, potimarron, potiron, etc. Est-ce que ce sont des légumes qui ont moins d'avantages que ceux que tu as cités ou pas? Alors, au niveau de la détox, enfin là, j'étais vraiment ciblée dans l'élimination, un détox D'accord. toute douce. Toutes les courges, les butternuts, enfin toute cette grande famille potimarron et autres, particulièrement intéressants pour leur teneur en vitamine A, qui est le précurseur de la bêta-carotène, hein, donc la couleur carotte, hein, tout ce qui est orange, c'est souvent la vitamine A précurseur bêta, oui, bêta-carotène, c'est ça. Non, super intéressante l'hiver. D'ailleurs, si ce sont des légumes d'hiver, c'est pas pour rien. La nature nous apporte généralement ce dont on a besoin. Quand on élargit un peu le cercle, à manger de saison et local, en tout cas déjà de saison, on ne se trompe pas sur les apports en nutriments parce que voilà, la nature est faite ainsi. Et donc, moi, j'encourage complètement la consommation de tout ça. Peut-être un petit peu moins ciblé détox, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la liste que j'ai présentée, mais par contre avec des propriétés nutritionnelles intéressantes, comme je te disais, notamment la provitamine A. Et là, on est sur le boost de l'immunité, par exemple. Ok. Tu parlais aussi, alors moi j'ai une dernière question. Tu parlais de la collation. Oui. Est-ce que pour toi, il y a un horaire après le déjeuner? Est-ce qu'il faut le faire 4 heures après le déjeuner? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Ben, Euh, encore une fois, oui. Alors, la collation, on parle souvent entre 16 heures et 18 heures, parce que voilà, c'est l'heure du goûter. Maintenant, comme je disais aussi, on mange quand on a faim. Admettons que tu aies fait un déjeuner un peu léger, parce que voilà, c'est comme ça, il y avait pas de féculents, par exemple, dans ton assiette. Donc, légumes, protéines, un dessert. Et puis, ben, vers 3 heures, tu commences à avoir un petit creux. Et ben, tu prends ta collation à ce moment-là. ok. Voilà. Et puis, si tu as encore un petit peu faim à 17 heures, eh ben, croquer quelques amandes. Si tu as pris un fruit à 15 heures, tu peux grignoter derrière quelques amandes, des noix, quelque chose, évidemment, des aliments que tu aimes bien, mais qui vont être là pour apporter une forme de satiété, sans pour autant te couper trop l'appétit. Donc, moi, je dirais entre 16 heures et 18 heures, c'est pas mal. Voilà, ça permet aussi, comme je disais, d'arriver un petit peu plus serein à table le soir, sans avoir l'estomac dans les talons. Et pour le coup, quand on a faim, on mange plus vite.
on mange plus vite, on mâche moins. Et ça, mais c'est normal, hein, on est humain, c'est comme ça. Et donc je vais pas dire rassasié, mais arriver raisonnablement affamé au dîner, ça permet d'être plus, oui, déjà d'être plus dans tout ce que je vous ai dit, l'observation, prendre le temps de manger et de mastiquer. Ouais. Mais maintenant, c'est comme voilà, tout dépend de si à l'inverse, tu as bien mangé le midi, c'était copieux, c'était un restaurant, peu importe, et ben ta collation, bon déjà tu peux ne pas en avoir envie du tout, hein, selon le. Et si tu en as envie, elle peut très bien être prise alors à l'inverse, vers 18h, tu prends une pomme ou en rentrant à la maison, croquer une pomme si tu sais que tu vas manger 1 heure ou 2 heures après, par exemple. Elle est vraiment très variable, cette pause, elle dépend de ce qu'on a mangé, mais d'une manière générale, 16h, 18h, ça semble pas mal. Très bien. Bon, moi, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé quand même de plus de 10 minutes. Voilà, mais en tout cas, c'était Euh, un vrai plaisir. Hein. Marie-Laure, bon, un grand merci déjà pour tous ces Merci. conseils. La présentation a été enregistrée, donc elle est disponible, on va la mettre à disposition. Juste un petit mot pour vous dire que nous avons 2 prochains événements. Le 20 janvier, on fait la réunion vœux à distance de la terrasse Discovery. C'est de 18h à 18h45 où on aura un partage inspirant avec Assia Van Gisel qui va nous parler et nous pitcher la joie en action. Donc, Marie-Laure, si tu es intéressée, tu peux t'inscrire. C'est sur notre site internet www.laterrassediscovery.fr. Ah bah, je Et, note, merci. et puis, le 1er février, là, ce sera, on espère, en physique, des ateliers Open Innovation de 18h à 21h. Donc, un programme plutôt start-up et groupe pour pouvoir travailler en commun entre une start-up et un groupe ou 2 PME, par exemple. Voilà pour les événements à venir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, la terrasse Discovery, @ la terrasse Discovery ou la terrasse D. Et puis sur le site internet où vous avez l'agenda qui est disponible en permanence. Merci à Hug the Human Growth pour son action au quotidien pour le bien-être de la terrasse. Merci Marie-Laure. On va faire des Ben, courses pour le prochain goûter d'ailleurs. Parce et que ben nous, on fait un voilà, goûter à la terrasse et donc on prendra des fruits secs, du chocolat et des bonnes des pommes. Voilà, amandes et des fruits frais, ça sera parfait. exactement. Très bonne journée à toutes et à tous et au plaisir. Au Merci revoir. beaucoup, Charles. Au revoir.